Au cours des derniers jours, des dernières semaines, on a lu, on a entendu, on a observé différents intervenants sur la situation qu'on vit avec la pandémie de COVID-19. Et puis j'ai rassemblé tout ce qui me semble les meilleures idées et les explications à ce sujet et je suis content de les partager avec vous aujourd'hui. On a une petite présentation en images qui va faire en sorte que je crois que on va réussir à faciliter la compréhension de tous. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. C'est l'histoire de l'héritage d'Hector et Irène Sans Souci, des grands-parents très prévoyants. Vous vous demandez un peu c'est quoi le rapport avec le COVID-19, ça va venir, vous allez voir. Ben, le docteur Sans Souci, il était médecin de famille et il est décédé subitement en 1960. Il avait deux très jeunes enfants et aussi une jeune épouse. Mais il était riche, le docteur Sans Souci. Il était déjà considéré à l'époque comme étant très, très riche. Il y avait une valeur accumulée, je pense, à quelque chose comme 300 000 mais 300 000 à cette époque, c'était carrément un millionnaire en dollars d'aujourd'hui, puisque 100 000 de l'époque, ça vaut à peu près 890 000 en dollars d'aujourd'hui. Mais son testament était tout simple. Il léguait ses principaux biens à son épouse Irène, et ses principaux biens, ben, vous les voyez à l'écran, il y avait 12 appartements sur le plateau Mont-Royal. On sait que le plateau est très, très, très prisé. La valeur comptable de l'époque, c'était quelque chose quand même, 100 000 lui avait hérité, le docteur Sans Souci, de la ferme de ses parents. C'est une grande ferme, 450 arpents. Et la valeur comptable de l'époque était aussi très élevée puisqu'il y avait des têtes de bétail, puis il y avait du terrain, il y avait de la culture et on pouvait aussi vendre les biens dans les marchés publics comme le marché central de Montréal. La valeur comptable de sa ferme était aussi de 100 000 dollars. Et puis, au deuxième décès, il s'est dit, au deuxième décès de mon épouse, ben, tous les biens vont aller à mes deux fils, Jean et Louis. Et là où est-ce qu'il y avait une petite surprise, c'est que dans le testament du docteur Sans Souci, il avait aussi prévu quelque chose. Il avait acheté pour 100 000 un simple fonds commun. Il n'y en avait pas beaucoup dans le temps, en 1960, il y en avait 9 sur le marché. Mais il a mis en fiducie, destiné à ses futurs petits-enfants qui n'étaient même pas encore nés, un 100 000 investi dans un simple fonds commun d'investissement. Et puis, ce qu'il a dit, c'est que cette fiducie-là, elle va être renouvelée à chaque année. À chaque 21 ans, ben, il va falloir la renouveler. Et puis, on va avoir dans 60 ans, on va l'ouvrir pour les petits-enfants qui seront vivants à cette époque-là. C'est tout un cadeau. Donc, il avait un actif d'à peu près 300 000 qui a laissé 200 000 à son épouse. Et puis ensuite, au décès de celle-ci, c'est les deux fils, Jean et Louis, qui héritaient. Et puis le 100 000 pour les petits-enfants à venir. Ben voilà, ce qui est arrivé, c'est que Irène est décédée cette année, en 2020. Elle avait 99 ans. Et dans son héritage, ben, elle a tout transmis aussi à ses deux fils. Puis on a ouvert ça. On s'est rendu compte que le 12 logements de la rue Chambord sur le plateau Mont-Royal vaut aujourd'hui 4,5 millions de dollars. Wow! Et évidemment, l'immobilier a énormément pris du volume dans les dernières années, surtout les 15 dernières années, mais quand même, ça a donné un rendement annualisé pour les fils de 6,55 avec le 12 logements de la rue Chambord sur le plateau Mont-Royal. La ferme de Granby d'Hector Sans Souci, eh bien, 450 arpents aujourd'hui, ça vaut quelque chose. Là, on a 10 millions de plus que le 12 logements, le 12 plex sur le plateau Mont-Royal. On parle de 14 500, 14 500 000 dollars. Un rendement annualisé de 8,65. Mais là où il y a eu une surprise incroyable, c'est la valeur cumulative du fonds de placement en fiducie pour les petits-enfants 60 ans plus tard. 100 000 aujourd'hui dans le fonds Templeton Croissance. 60 173 543. Vous avez bien lu, il n'y a pas d'erreur, les chiffres sont véritables. C'est un rendement annualisé de 11,26. Si on avait choisi à l'époque, on pouvait peut-être investir dans les actions, mais directement dans les indices, ça ne se faisait pas. Mais si on avait réussi à investir dans ce qu'on appelle le Dow Jones, les 30 sociétés les plus représentatives de l'économie américaine, ben on se retrouverait avec une valeur d'environ 33 millions de dollars. Donc, pour vous dire que le fonds géré activement, le Templeton Croissance, il a fait un rendement supérieur au Dow Jones puisque la valeur cumulative est de 60 millions. C'est fou quand même quand on y pense. Hein? Mais Hector et Irène Sans Souci laissent un héritage de 79 millions
à leurs 16 petits-enfants et arrière-petits-enfants, tout compris. Là. C'est une grande famille étendue aujourd'hui, là, mais c'est toute une fortune. Mais durant ces 60 ans où, en fiducie, il y avait justement le fonds qui était détenu, en 60 ans, il s'en est passé des choses. C'était 60 années pas trop reposantes. Vous avez eu en 62 la crise des missiles cubains. La guerre du Vietnam en 66 s'intensifiait. Il y a eu en 74 la pire chute de la bourse en 40 ans. Et on continue comme ça. 1987, le crash du lundi noir. Vous avez le Golfe Persique qui entre en guerre en 1990 avec l'invasion du Koweït. Il y a eu le crash des titres techno en 2000. Guerre en Irak en 2003, où est-ce qu'on a décidé, les Américains, de déloger Saddam Hussein. 2008, la crise des subprimes et 2009, c'est la pire récession depuis 1930. On continue comme ça, même 2016, ça a été une année un peu tendue avec la crise en faveur du Brexit. On sait que les Britanniques ont voté pour sortir de la zone euro. Puis en 2020, pandémie de la COVID-19. Il y a toujours des événements dans le monde, des empêcheurs de tourner en rond qui nous disent que l'économie ira de plus en plus mal. Mais durant toute cette période, l'actif de la famille n'a pas cessé de grandir pour finalement transformer un 100 000 $ en plus de 60 millions de dollars en 2020. C'est fou quand même. Et les données, ce sont les données d'avril 2020. Ça comprend les effets de l'économie suite à la pandémie de COVID-19. Alors, quand on regarde que le Dow Jones a vraiment multiplié tous les gains, puis c'est important puisqu'on a eu 30 millions de dollars si on avait investi ça il y a 60 ans, mais la gestion active a fait encore mieux. Pourquoi elle fait mieux dans une période comme on vit ou quand il y a des tensions? En misant sur la qualité, bien, on va avoir une récupération plus rapide et en misant sur la qualité, on est parfois beaucoup moins affecté par les baisses de marché. Dans une situation comme on fait aujourd'hui, comme on vit aujourd'hui, je pense que cibler les entreprises qui sont essentielles, tous les services, les produits essentiels de première nécessité, ou encore les entreprises les plus agiles, la récupération sera plus rapide dans les meilleures sociétés et celles qui vont bénéficier des changements qui s'avèrent nécessaires, là, comme le télétravail, etc. Et puis, évidemment, celles qui font de la livraison ou les entreprises qui font déjà du commerce électronique ou qui vont s'adapter très, très vite. Ce n'est que quelques exemples. Les sociétés peu ou pas endettées vont récupérer plus vite, bien sûr, parce qu'elles vont pouvoir réinvestir dans la situation actuelle. Lorsqu'on a des entreprises qui savent générer des revenus récurrents, des flux monétaires importants, prévisibles, bien, ces sociétés-là sont encore plus attrayantes et évidemment, elles sont sous les feux de la rampe. Les analystes les remarquent très, très, très facilement. Donc, si aujourd'hui on veut investir, bien, les gestionnaires actifs, ils vont repérer les secteurs favorisés, ceux qui vont récupérer plus rapidement. Je vous en nomme en fait 5. Ça pourrait s'étendre un peu, mais là, c'est une évidence, vous allez convenir avec moi. L'alimentation, les épiciers, les groupes alimentaires, les producteurs de denrées vont connaître et connaissent déjà une explosion de leurs ventes. Tout ce qui est soins de santé, on touche aux pharmacies, aux distributeurs et fabricants d'équipements médicaux, les vêtements, masques, gants, instruments, etc. Télécommunications et technologies de l'information. Je suis en train de vous parler justement grâce à une technologie, Zoom, c'en est un des titres qui sont favorisés en ce moment. Le télétravail est en très, très grande demande partout dans le monde et ça ne cessera pas. Même chose pour le divertissement et les achats en ligne. Le divertissement en ligne, les Netflix, les Disney et Apple TV de ce monde, c'est sûr que c'est très en demande. Même les jeux vidéo. C'est fou comment la fréquentation des jeux vidéo en ligne a augmenté au cours des dernières semaines. Les entreprises qui ont des infrastructures permettant les achats en ligne voient aussi leurs ventes augmenter. Et enfin, tout ce qui touche le transport, la livraison de marchandises, des denrées et des biens achetés en ligne, bien, ça continue de bien fonctionner et ça ne faiblira pas. C'est du déjà vu ce qu'on vit, peut-être pas une pandémie où est-ce qu'on va précipiter, on va créer une récession de toutes pièces en mettant sur pause près du 3/4 de l'économie, mais c'est déjà vu des baisses de marché soudaines, des gains et pertes importants dans l'indice SP500 au cours des cycles haussiers et baissiers depuis 1930. Il y en a eu et il y en aura. Vous avez sur l'écran ici, dans le bas, en vert,
les baisses, les séquences de marché baissier, on remarque tout de suite qu'ils sont beaucoup moins nombreuses, les périodes de baisse, que les périodes de hausse. En termes d'amplitude, en termes de pourcentage aussi, on le voit très bien, là. Si on regarde, par exemple, en 1965, il y a eu un repli, un marché baissier de moins 22 et le marché haussier qui a suivi, on parle de 48. Je trouve que la période qu'on vit, bien qu'en 87, ce n'était pas une pandémie, ça ressemble un peu avec la rapidité du mouvement. En 1987, à la fin de l'automne, il y a eu un crash éclair et il y a eu une précipitation des marchés boursiers vers le bas où l'indice SP 500 a reculé de 34 %. C'était très rapide, très sévère. C'était d'ailleurs marqué au fer rouge dans l'histoire comme étant une des séquences les plus rapides de baisse des indices boursiers, 1987. Mais croyez-le ou non, mais à la fin de l'année, en 87, non seulement toutes les pertes avaient été compensées, mais le marché boursier américain a fini dans le positif à 5,25. C'est incroyable quand même. Et la séquence qui a suivi, bien, vous la voyez, de 1987 à peu près jusqu'à 99, là, on parle de 579 % de gains cumulatifs qui a suivi cette période-là. Les probabilités de récupération, en ce qui concerne la pandémie actuelle et l'effet sur l'économie, bien, les probabilités de récupération, ça varie énormément. C'est divergent dépendamment des analyses qu'on entend. Puis, je vous partage l'analyse de Fiera Capital qui a été publiée il y a quelques jours. Selon eux, la reprise modeste, c'est ce qu'on devrait envisager avec à peu près 50 % de chances que donc la reprise se fasse de manière modeste et ensuite s'étire un peu dans le temps et que finalement, c'est vers 2021 qu'on va retrouver à peu près notre aire d'aller. 15 % de probabilité d'une reprise rapide. Ça, c'est aussi l'avis de Jerome Powell, qui est le président de la Réserve fédérale américaine. Lui, il table pour quelque chose de très robuste, très rapide à court terme, finalement, peut-être en juin ou en juillet. Dans le cas de Fiera, le ralentissement prolongé, on l'estime à 25 % de probabilité et la récession prolongée, là, c'est 10 %. Remarquez le 10 %, certains croient que c'est le scénario du pire, mais les probabilités sont relativement faibles. Dans certaines économies, peut-être qu'on va vivre cette situation-là, mais regardons les choses de manière positive. Une reprise rapide ou une reprise modeste, c'est quand même une reprise, là, mais on a, selon Fiera Capital, à peu près 65 % dans les probabilités que la récupération ressemble à cela. Vous entendez parler beaucoup de reprise, de récupération en V, en U ou en L. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Remarquez qu'on a simplifié parce que 1953, vous voyez dans l'écran, le V, c'est que l'économie a chuté très rapidement, puis on a été ensuite remis sur les rails très, très vite. Et c'est pour ça, justement, qu'on observe le V qui s'est formé durant ces années-là, en 1950-1953. En 73, ça a été une récupération progressive en forme de U. Il y a une baisse, il y a une tentative de reprise et puis ensuite, l'économie repart. De 73 à 75, c'est une période très, très, très difficile avec la crise du pétrole aux États-Unis. La récupération s'est faite de manière progressive. Et la récession prolongée, comme 1990, ça a été vraiment très difficile. En fait, ça, c'était en Asie, mais principalement au Japon. Le marché a tombé, l'économie a tombé, et puis ensuite, ça a mis pratiquement 25 ans avant de retrouver son aire d'aller. Cette récession prolongée, on peut aussi l'appeler une dépression. Maintenant, dans les scénarios, il y a la récupération rapide, la récupération progressive, mais selon moi, on se dirige plus vers donc une récession de type U, une récupération en forme de U, comme on l'observe dans le centre de l'écran. Les géants sont confiants. Ça aussi, ça me met en confiance de savoir que l'opinion des grandes financières mondiales est relativement positive. Je vous lis de petits extraits ici dans les analyses de Goldman Sachs. Ils voient la lumière au bout du tunnel parce qu'ils pensent que tôt ou tard, la communauté médicale fera des percées et parce que les réponses budgétaires et monétaires dans le monde des gouvernements a été assez agressive et très énergique et on a appris du passé. Morgan Stanley est aussi d'accord, mais même un peu plus catégorique. L'intervention monétaire et budgétaire sans précédent et débridée menée par les États-Unis est l'évaluation la plus attrayante que nous ayons vue depuis 2011. Morgan Stanley estime qu'ils s'en tiennent à leur opinion très récente selon laquelle le pire est derrière nous.
Et enfin, Fidelity Investment, une autre des grandes financières de ce monde, pour les gestionnaires de placements actifs, de nombreuses occasions sont apparues, tant les sociétés les plus performantes que les moins performantes ont subi des pressions, ce qui a créé de nombreuses occasions d'achat, en particulier pour les gestionnaires axés sur le style valeur. Ben voilà, ça, c'est quand même très positif. On s'accroche à ces bonnes nouvelles, puis on surveille le marché qui est en train de récupérer, ça fait du bien. Mais je crois que l'investisseur, il veut se sentir utile, il veut faire quelque chose, mais là-dedans, c'est ça l'affaire, c'est qu'on est un peu les mains liées, on voudrait bouger, on ne sait pas quoi faire. Alors, on peut contrôler quelque chose. Oui, ce qui compte vraiment, ce qu'on peut contrôler, je vous en fais une courte définition ici. Bien, d'abord, vous pouvez informer votre planificateur, votre conseiller des changements importants qui se passent dans votre vie. Si vous avez décidé de prolonger, par exemple, votre période de travail lorsque on sera de retour, si vous avez certains doutes, certaines préoccupations, il faut les exprimer absolument. Surtout ce qui est émotif, puisque vos craintes, vos peurs, ben, il faut que ça se reflète un peu dans votre plan financier. S'assurer que vous comprenez bien vos investissements et c'est diversifié à souhait. Vous avez toutes les classes d'actifs représentées dans votre portefeuille. Il y a de multiples équipes de gestionnaires, ce qui réduit beaucoup les risques. C'est investi à l'échelle mondiale et c'est exposé aussi à plusieurs devises. Vos portefeuilles contiennent de la qualité, comme on l'a vu précédemment, peu ou pas de dettes dans ces sociétés, de bons revenus récurrents, des barrières à l'entrée, ça protège évidemment le portefeuille. Avoir une planification financière, une planification de retraite, de vos besoins présents et futurs, une planification successorale, des protections pour votre famille et même qui inclut la gestion de votre entreprise et ça relève des ventes d'actifs prévues. Vous pouvez vous occuper de ça avec votre conseiller et votre planificateur. Mais c'est important de toujours s'impliquer. Faites des lectures, échangez, posez des questions, allez faire et suivre des formations en ligne, demandez à votre conseiller, votre planificateur de vous informer, de vous envoyer des liens sur des sites Internet d'intérêt, sur des balados qui traitent de finances et de planification financière. Et enfin, la gestion fiscale est très importante. Cotisez au maximum à votre RIR, à votre CELI, à votre REE, votre FER, comment décaisser ou qu'est-ce qu'on peut profiter par les temps qui courent avec tous les programmes gouvernementaux. Il y a aussi les acomptes provisionnels à ne pas négliger, TPS, TVQ. On est capable de reporter ça, mais on va devoir quand même s'en occuper et planifier, bien sûr, les impôts en cas de décès. En terminant, je tiens à vous remercier. Vous avez été très nombreux à communiquer avec nous. On a eu des échanges très positifs. Les gens ne paniquent pas. On ne sent pas de panique. On sent de la curiosité, de l'inquiétude et c'est tout à fait normal. Mais je tiens aussi à remercier tous ceux qui travaillent de près et de loin dans les services essentiels, que ce soit au niveau des épiciers, du transport et toutes les sociétés qu'on a identifiées précédemment, y compris les télécoms, mais particulièrement ceux qui travaillent de front, justement, avec le soin des malades, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les médecins, les infirmiers, infirmières et les chercheurs. Merci, merci d'être là.